Bonjour, je m'appelle Anouvan Kate. Je suis le cofondateur des Forums France Inde. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis avec Olivier Dallage, qui a écrit un livre sur les langues, les Indiens et leurs langues. Ce livre sort le 20 juin. Et moi, j'ai eu de la chance de le lire un petit peu en avance. Et j'ai beaucoup de questions à lui poser. Mais avant cela, je vous présente Olivier, qui a, qui est un ancien journaliste de Radio France Internationale. Il est spécialiste des questions internationales et actuellement, il est chercheur associé à l'IRIS, Institut de Relations internationales et stratégiques. Et sa spécialité, c'est la péninsule arabique ainsi que l'Inde. Et c'est dans ces régions qu'il séjourne, il passe quelques mois par an. Et jusqu'à maintenant, il a publié un peu plus de 20 livres qui sont principalement consacrés au Golfe Persique et à l'Inde. Et parmi ces livres, il a l'Inde A à Z, qui est coécrit avec Nina Dallage. Il a l'Inde Désir de puissance, Bombay d'un quartier à l'autre, l'Inde un géant fragile, et il avait un polar qui est Rickshaw, le Rickshaw de Monsieur Singh. Voilà, je vous accueille chaleureusement, Olivier, sur ce plateau pour la discussion. Merci d'avoir accepté cet entretien. Merci de l'invitation. Avec plaisir. Et la première réaction que je dirais après avoir lu ce livre, c'est que je l'ai beaucoup aimé, apprécié. Surtout pour le fait que, voilà, moi, je suis indien, plupart de ma vie, 32 ans, j'ai passé en Inde. J'ai grandi dans ce milieu, j'ai étudié, j'ai travaillé. Et je fais partie de ce milieu assez riche au niveau linguistique, culturel. Et par contre, quand on est en Inde, souvent on n'a pas cette possibilité de prendre un petit peu de recul et d'observer ce phénomène qui nous entoure. Et justement, ce livre m'a donné cette possibilité. Et je vous félicite également pour le fait que j'ai vu qu'il avait une rigueur d'analyse. Il y a la clarté de pensée, mais il y a aussi la beauté de présentation. Et c'est une tâche qui n'est pas facile, parce que comme vous l'avez cité aussi dans le livre, c'est de mettre tout ce récit dans 150 pages. C'est vraiment très difficile. Donc, j'avoue que j'étais au début presque déçu parce que vous avez consacré que 2 pages pour Marathi, qui est ma langue maternelle. Mais, mais je comprends la complexité du tâche. Euh, donc voilà, avant de commencer et vous poser des questions, je souhaite lire deux petits passages de votre livre et je pense que ça mettra le contexte. C'est dans le chapitre L'art, les médias et l'édition. Donc la langue n'est pas seulement faite pour échanger au jour le jour, de façon utilitaire, voire mercantile, avec ses semblables. Elle est par essence le véhicule de la pensée, des idées, des émotions. Elle définit largement la façon dont nous pensons et partons, celle avec laquelle nous exprimons nos pensées, nos sentiments, par le son, l'image et l'écrit, parfois gravés ou dessinés sur des parois rocheuses ou des monuments à la gloire de divinités ou des souverains du moment. L'histoire des langues d'un pays, c'est d'abord et avant tout celle de ses habitants, dans toute sa pluralité. Il y a un autre passage qui fait partie de votre conclusion, mais je pensais que c'était très pertinent et je l'ai beaucoup aimé la comparaison que vous avez fait entre les langues et les fleuves et des rivières. Donc ce passage dit, comment conclure un livre sur les langues? Pourrait-on conclure un livre sur les fleuves et les rivières? Il s'achève
Ils s'achètent durant l'été, débordent leur lit à la saison des pluies pour inonder les plaines et les agglomérations voisines. Les affluents rejoignent les rivières et les rivières unissent leurs fosses pour former des fleuves qui, après bien des méandres, se jettent dans la mer ou l'océan qui s'évapore pour donner naissance aux nuages de pluie qui viendront nourrir des ruisseaux qui, comme chacun sait, font les grandes rivières. Au fil du temps, certains de ces cours d'eau seront complètement asséchés. D'autres changeront leur cours, soit naturellement, soit par la volonté de l'homme, et leur histoire avance. Il en va exactement de même pour les langues, formées, telle une plaine alluviale, par des apports successifs. Au fil des migrations, des rencontres, certaines langues disparaissent complètement, d'autres sont menacées, tandis, tandis qu'un plus petit nombre d'entre elles progresse et domine, non sans avoir emprunté, souvent beaucoup, à celles qu'elles engloutissent. Voilà, donc merci de ce beau passage que vous avez écrit. Je commencerai par la question pourquoi ce livre? Quelle est l'inspiration? À quel moment vous avez pensé à écrire ce livre? Alors la vérité, c'est que c'est pas mon idée, c'est celle de mon éditeur qui a démarré une collection consacrée aux pays où on parle plusieurs langues. Et j'avais déjà travaillé avec lui, il m'a contacté en disant pourquoi tu ferais pas un livre sur l'Inde. Il avait déjà publié un livre sur le Maroc, un autre était en préparation sur la Belgique. Et c'est vrai que une des choses qui étonne le plus les Indiens quand ils sont confrontés à la France, c'est de voir que les Français ne parlent qu'une seule langue, maîtrisent pour certains d'entre eux plus ou moins bien une langue étrangère, mais c'est une langue étrangère. Et de toute façon, ils ne parlent pas naturellement plusieurs langues dans la journée, puisque le français est la langue de vie, de travail en France. Et donc, moi, j'ai souvent été confronté à titre personnel à ce genre de questions. Par exemple, mes amis indiens, quand ils entendent parler de mes livres, disent, ah ben, il faudra que tu m'en donnes un. Et puis, dans un deuxième temps, ils disent, ah oui, mais il doit être en français, non? Mhm. Oui, bah oui, en France, on lit et on écrit en français. Et c'est cette confrontation-là permanente et personnelle, associée au questionnement de mon éditeur, qui m'a donné le courage de me lancer dans une tâche qui était quand même surhumaine, parce que bien évidemment, je ne parle pas toutes les langues de l'Inde. Il a fallu que je découvre ce qu'elles avaient de différent et de commun et comment raconter ça d'une manière qui ne soit pas trop livresque, si possible, mais qui n'échappe pas non plus, enfin qui ne passe pas à côté de ce qui fait le trait dominant et essentiel de chacune de ces langues. Voilà, c'est un peu un défi. Comme vous l'avez dit, en 150 pages, c'est forcément très condensé. Mais est-ce que vous savez, est-ce qu'il existe déjà d'autres œuvres sur ce sujet en français? Pas à ma connaissance, c'est pour ça que j'ai été très tenté de relever le défi qu'il me proposait. D'accord. On reviendra à ce sujet peut-être plus tard, mais brièvement, je pense que c'est pour ça peut-être ça serait plus pertinent de comparer l'Inde avec l'Union européenne ou l'Europe, plutôt l'Europe, que la France, pour voir l'échelle de la complexité et richesse de ces langues. Euh, une autre chose qui m'a, au début, un petit peu, j'étais étonné, surpris, que vous n'avez pas commencé le livre en expliquant quelle est la différence entre une langue et un dialecte, des idiomes. Et ensuite, au milieu de ce livre, j'ai trouvé que vous avez dit c'est parce que c'est très compliqué et il n'y a pas un consensus. Mais je pense que pour nos auditeurs, pour les gens qui nous écoutent, c'est important cette distinction, au moins de savoir que c'est compliqué à faire cette distinction. Bon, d'un autre côté, ça n'est pas un livre de linguistique, hein, c'est pas un traité de philologie. On considère qu'un dialecte, c'est une subdivision d'une langue. Et on parle même d'idiolecte pour un dialecte très, très, très limité. Euh, Ça me fait penser à ce qu'on dit en plaisantant. On dit une église, c'est une secte qui a réussi. Et je dirais qu'une langue, c'est un dialecte qui a réussi. En fait, une langue qui est vivante comporte souvent un certain nombre de dialectes, généralement définis par le lieu où c'est parlé. Il y a un accent, il y a des termes très particuliers, il y a parfois une syntaxe un peu différente, des niveaux de langue différents, mais la langue, c'est ce qui unit au sens le plus large.
Et si on pousse les choses jusqu'à l'extrême, au sein d'une même langue, parfois, les locuteurs de différents dialectes ne se comprennent pas entre eux. Alors, ce qui m'a beaucoup aidé, ça va peut-être vous étonner, mais pour comprendre cette dialectique des langues en Inde, c'est que je suis arabisant. Et donc, j'ai appris l'arabe classique, qui est un arabe qui n'est parlé par personne, sauf dans les médias, les discours des hommes politiques et dans les professeurs d'université. Mais il y a très peu d'arabes qui parlent l'arabe classique dans la conversation courante. Donc, il y a deux niveaux de langue. Il y a le dialectal et le classique. Le classique est censé être compris dans le monde arabe tout entier. Et le dialectal, bah, ça va du marocain à l'irakien, en passant par le libanais, l'égyptien, etc., etc. Et certaines tournures de phrases, certains accents et certains vocables sont tout simplement incompréhensibles d'un bout à l'autre du monde arabe parce que, en fait, ils ne partagent pas le même dialecte, ils partagent la même langue, mais pas le même dialecte. En Inde, on va trouver des choses un peu similaires, peut-être à un degré moindre, au sein de ce qu'on appelle le hindi, dans la mesure où le hindi lui-même comporte de très nombreux dialectes, dont certains n'ont pas été reconnus comme langue jusqu'à récemment. Et c'était des dialectes du hindi. Aujourd'hui, on dit que le Bhojpuri, le Rajasthani, ce sont des langues. Mais jusqu'à il n'y a pas très 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 longtemps, c'était juste des dialectes du hindi, etc., etc. Mais est-ce que j'aurais la raison si je dis qu'un dialecte n'a pas forcément un script, une écriture, et que la langue a souvent une écriture? Est-ce que c'est correct ou non? Pas entièrement, parce qu'il y a des langues qui, bon, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de langues qui n'ont pas de script, mais certaines des principales langues n'ont pas eu de traces écrites pendant des siècles, voire des millénaires. Et l'écriture est arrivée très tardivement. Alors, bien entendu, plus une langue ou un dialecte est petit en dimension, plus il est probable que l'écriture arrive tardivement. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup frappé dans la recherche du livre. J'ai découvert que pour euh, une langue que j'ai mentionnée, je suis désolé, j'ai un trou de mémoire, j'arrive plus à retrouver laquelle, Mhm. le premier script spécifique date de 1980. C'est un chercheur qui a décidé de donner un script à cette langue. Ça ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas écrire cette langue, mais on utilisait les scripts des langues voisines. D'accord. OK. Très bien. Non, je Je pensais à n'entends ça plus là. parce que... Pardon? Euh, Ça va? Vous m'entendez bien? Non? Vous m'entendez pas? Maintenant, oui. Maintenant, Ah, on d'accord. peut reprendre. On peut reprendre. OK, très bien. Il faudra faire une Non, coupure. pas de souci. Euh, je vous ai demandé cette question parce que la première fois quand je suis arrivé en France, et ça arrive assez souvent, les gens me posent des questions en disant alors quel dialecte parles-tu en Inde? Et quant à moi, je parle le marathi qui est ma langue maternelle. Et par rapport au recensement de 2011, il y a plus de 70 millions de marathis qui parlent cette langue, donc ce qui fait plus de la population de la France. Donc voilà, pour moi, ça m'avait étonné, mais peut-être que j'étais bloqué, fixé sur le fait que le dialecte n'a pas forcément une écriture. C'est pour ça peut-être qu'il avait cette confusion. Non, et en l'occurrence, le marathi est vraiment une langue de plein exercice, mais ces langues, elles viennent bien de quelque part. Donc, avant de prendre la pleine qualité de langue, elles sont passées par des situations intermédiaires. Oui. Ok, avançons. J'ai une deuxième question à peu près du même genre. Quand on lit votre livre, il y a souvent des références à une langue nationale, une langue officielle et une langue régionale. J'ai vu ces trois catégories. Euh, Langue voilà, officielle, on la comprend. Langue régionale également. Et moi, je vous dis, parce que j'ai travaillé pendant 7 ans à Bangalore, et c'est là que j'ai réalisé que Hindi n'était pas une langue nationale, contrairement à ce que je croyais. Donc oui, est-ce que vous pouvez dire que sous ces trois catégories de langues? Alors, effectivement, il n'y a pas de langue nationale. Et ça a été un des débats les plus chauds pendant les 3 années où la constituante a préparé la constitution de l'Inde, parce qu'une partie très importante des parlementaires, des constituants voulaient faire du hindi la langue nationale pour unifier, pour marquer aussi la différence avec l'anglais qui était la langue du colonisateur et qui servait de langue officielle
après le persan qui avait joué le même rôle les siècles précédents. Sauf que ils sont pas arrivés à un consensus parce que les gens du Sud, qui parlent des langues dites dravidiennes, ne voyaient pas du tout pourquoi ceux du Nord auraient un avantage qui serait celui que leur langue est la langue nationale, alors que les langues du Sud, et c'est particulièrement vrai du tamoul, sont au moins aussi anciennes et en fait bien davantage que le hindi. Et en termes de légitimité nationale, historique, tout ce que vous voulez, ils considéraient que la leur valait bien le hindi. Et donc le compromis qui a été trouvé, c'est de faire du hindi la langue officielle de la fédération, aux côtés de l'anglais pendant une période provisoire de 15 ans, et en espérant qu'au bout de 15 ans, tout le monde se serait mis d'accord pour que le hindi devienne la langue nationale. Ça n'a pas été le cas, et le provisoire a été reconduit, et aujourd'hui encore, le hindi et l'anglais sont les langues officielles de la fédération, sachant que chacun des États a une ou plusieurs langues officielles, et à côté de la langue officielle de l'État, il y a souvent des langues associées pour tenir compte des minorités linguistiques qui sont souvent assez importantes dans cet État. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres pour qu'on ait cette idée de la complexité ou la richesse des langues de l'Inde? Alors donc, on a dit, il y a deux langues officielles de la fédération. Mhm. Chaque État ayant aussi ses propres langues officielles et langues associées, on arrive à un total d'environ 45. Les linguistes considèrent que dans l'ensemble du pays, on peut comptabiliser alors selon les sources, entre 300 et 450 langues. Mais il y a un proverbe indien que j'ai découvert et qui a une certaine popularité, c'est de dire qu'en Inde, tous les 2 miles, Mhm. le goût de l'eau change et tous les 4 miles, c'est la langue. Donc en fait, quand on se déplace, ben, il y a des accents, des tournures de phrases et donc des dialectes différents. Et le référendum, pardon, je ne trouve plus mes mots, census, le recensement, voilà. Le recensement de 2011, puisqu'il n'y en a pas eu depuis, avait comptabilisé un total d'environ 19 500 dialectes. Donc Mhm. certains ont des différences très mineures avec le dialecte voisin, mais d'autres, comme on l'a dit plus tôt, avaient des différences essentielles. 19 500, c'est énorme. C'est énorme. Cette diversité linguistique définit d'une certaine manière la complexité de ce qu'est l'Inde. Oui, tout à fait. Euh, j'ai une question également sur la diversité des langues dans le monde. Et je vous propose de lire à nouveau un petit passage qui m'a beaucoup parlé quelque part. Donc vous dites bizarrement, du reste, bien que l'Inde soit depuis 2023 le pays le plus peuplé du monde devant la Chine et que sa diversité géographique, ethnique et culturelle soit notoire, ce n'est pas celui qui compte le plus de langues parlées. Pardon. Ce n'est pas ce qui compte le plus de langues parlées. La première place sur le podium est occupée par un pays considérablement moins peuplé, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, entre guillemets, 8,3 millions d'habitants, soit à peu près le tiers de l'agglomération de Bombay, avec 840 langues différentes. C'est plus du double du total des langues parlées en Europe. Selon le classement d'ethnologues, l'Inde ne vient même qu'au quatrième rang après l'Indonésie et le Nigeria. Donc oui, ça m'avait étonné. Et je me demandais, est-ce qu'il y a une théorie qui explique pourquoi dans certains endroits dans le monde, on a une diversité plus importante qu'ailleurs? Bah, Comment on peut... Mhm. ça m'a beaucoup étonné aussi quand j'ai découvert ça. Moi, je n'ai pas de théorie, mais je dirais que la différenciation linguistique peut avoir deux causes principales qui sont tout à fait opposées. La première, ce sont les migrations, évidemment,
des peuplades en rencontrent de nouvelles. Il y a une sorte de symbiose qui se fait entre les langues, une troisième langue en émerge, etc., etc. Mais ça peut être aussi l'isolement. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, c'est tout à fait caractéristique des États du nord-est de l'Inde, qui sont des États himalayens, où un certain nombre de villages, alors c'est comme les langues hein, et les dialectes. En France, quand on parle de village, on parle de 300 ou 400 habitants. En Inde, c'est plutôt 40 000. Mais bon, euh, il y a des villages perchés sur des collines, difficilement accessibles parfois. Et donc, ces populations ont vécu en quasi-isolation pendant des siècles. Et ça a eu pour conséquence une différenciation accrue des dialectes parlés dans les différents villages, alors qu'à l'origine, ils sont issus de la même langue. Donc voilà, d'un côté, l'immigration ajoute à la diversité et de l'autre, l'isolement ajoute à la différenciation. Après, moi, je n'ai pas beaucoup d'autres explications, mais je pense qu'il en va de la diversité linguistique comme de la diversité biologique, hein. C'est la biodiversité et fonction des échanges qui ont eu lieu à travers les millénaires. Oui, tout à fait. Quand on parle de l'Inde, bah, souvent on parle aussi de la Chine. Et ce qui fait quasi un contraste quand on compare les langues en Inde et en Chine. Euh, Officiellement, apparemment, en Chine, il n'y a qu'une seule langue, c'est le mandarin. Mais je me demandais comment c'était la situation. Est-ce que, voilà, déjà, est-ce que j'ai raison ou pas? Et est-ce que la situation était différente? Est-ce que c'est pendant la révolution culturelle que la situation a changé? Quelles sont les grandes différences entre la Chine et l'Inde sur ce sujet? Alors, je suis pas assez savant sur la Chine pour pouvoir répondre à ça. Je pense quand même que la centralisation du pouvoir, notamment par la prise du pouvoir en 49 par le Parti communiste, a facilité la diffusion de la langue dominante parlée par les Han. Mais il y a quand même une diversité linguistique en Chine. Simplement, euh, il y a moins d'options pour les minorités linguistiques de s'exprimer au niveau national. Au niveau local, je ne saurais pas dire. Et d'ailleurs, certaines des langues chinoises sont également parlées en Inde. Elles ont connu des transformations et on en trouve la trace justement dans les États du Nord-Est avec le groupe tibéto-birman ou un certain nombre de langues, euh, nombreuses hein, d'ailleurs. Le groupe tibéto-birman, c'est plus de 300 langues. Alors pas uniquement en Inde, mais également au Tibet, au Népal, etc., etc. Mais il y a eu des emprunts également venant de Chine. C'est le groupe dit. Alors, les scientifiques aiment bien classifier tout ça. Donc, on appelle ça les langues austro-asiatiques qui sont parlées en Inde. Et d'ailleurs, pas uniquement à la frontière avec la Chine et les autres États euh, de l'Est de l'Asie, mais quelquefois au centre même de l'Inde, parce qu'il y a eu des migrations à l'intérieur et les gens sont venus avec leur langue. Très bien, très passionnant. Mais pour revenir à la comparaison entre l'Inde et l'Europe, dans le chapitre Justice, il y a une phrase qui m'a beaucoup intrigué. Donc là, vous avez dit, la Cour suprême a pris l'initiative au début de 2023 d'entamer la publication sur son site Internet des jugements prononcés dans au moins quatre langues indiennes, hindi, tamoul, gujarati et odia. Pour commencer, l'objectif étant à terme de le faire dans les 22 langues officielles de l'Union. Donc, tout de suite, j'ai pensé au site de l'Union européenne où il y a des choses souvent publiées dans plusieurs langues. Donc, est-ce que c'est ce modèle plutôt que l'Inde poursuit quelque part? Non, je crois pas. Je crois que souvent, il y a la comparaison qui est faite entre l'Union européenne et l'Inde par la taille, par le marché que ça représente, par le nombre de langues, bien que l'Europe représente moins de la moitié de la population indienne. Euh, mais l'Europe n'est pas un État fédéral. Et d'ailleurs, politiquement, c'est un objet politique mal défini du point de vue des Indiens qui sont beaucoup plus à l'aise quand ils traitent directement avec les pays, que ce soit la France, le Royaume-Uni, bon, qui n'est plus dans l'Union européenne, mais l'Allemagne, l'Italie, etc. L'Union européenne, ils savent pas exactement à qui ils parlent et ils sont obligés parce que pour des raisons par exemple, la huitième session de négociation du traité de libre-échange va commencer prochainement. Donc c'est avec l'Europe puisque c'est dans la compétence européenne. Mais on voit très très bien quand on parle avec les Indiens
qu'ils sont encore une fois beaucoup plus à l'aise dans le bilatéral avec les pays. Bon, cela dit, l'Europe, effectivement, compte énormément de langues, et plus encore depuis que les pays dits d'Europe de l'Est ont rejoint l'Union européenne, donc avec le groupe slave. Pour autant, il y a qu'une seule langue qui n'est pas une langue nationale, mais qui serait une langue officielle, c'est l'anglais, alors même que la Grande-Bretagne n'est même plus membre de l'Union européenne. Mais c'est la langue dans laquelle s'exprime, et de plus en plus au détriment du français d'ailleurs, qui est une langue officielle de l'Union européenne aussi, les dirigeants européens. Mais c'est un anglais qui n'est pas celui des Anglais. Et je me rappelle avoir lu un article très intéressant, et je pense que c'est tout à fait pertinent s'agissant de l'Inde. C'était dans The Economist il y a une vingtaine d'années. C'était un article qui expliquait pourquoi le fait que l'anglais soit de plus en plus la langue parlée par les institutions européennes, c'est un désavantage pour les Britanniques. Pourquoi? Parce que les Britanniques pensent que, comme tout le monde parle l'anglais, ils sont à l'aise. Et donc, ils vont utiliser leur propre tournure idiomatique que personne ne comprend. Et résultat, ils ont beaucoup plus de mal à faire passer leur message que des gens qui utilisent un anglais international qui n'est parlé par personne, mais qui est parlé par tout le monde, et qui sert de lien entre les pays non anglophones de l'Union européenne. Et peut-être que c'est un petit peu ce qu'on peut retrouver avec le succès de l'anglais, qui a connu une nouvelle jeunesse après le départ des Britanniques, en tant que langue faisant le trait d'union entre tous les Indiens de cultures différentes. Très bien. Je vous rappelle que je suis avec l'écrivain Olivier Dallage et nous parlons de son livre Les Indiens et leur langue, une discussion très fascinante. Je poursuis la discussion du coup. Avant de vous montrer et vous faire commenter sur quelques cartes que vous avez préparées, qui sont dans le livre, donc, j'aimerais bien parler un petit peu sur ce sujet quand les langues sont la cause des conflits dans des pays. Donc, en Europe, on a l'exemple de la Belgique. On a eu aussi l'exemple à côté de l'Inde, au Sri Lanka. Il y a peut-être d'autres pays. Donc, comment vous expliquez que globalement, l'Inde a su bien gérer cette diversité qui avait le potentiel et qui a peut-être toujours le potentiel des conflits qui peuvent déchirer le pays. Alors, globalement, c'est vrai que l'Inde a bien géré cette complexité, mais enfin, il ne faut pas non plus embellir le passé. Il y a eu des morts. Euh, Peu après l'indépendance, l'indépendance 1947, la Constitution 1950, et tout juste quelques années après, il y a des revendications linguistiques très fortes, notamment dans ce qui est aujourd'hui l'Andhra Pradesh, et qui faisait partie à l'époque de l'État de Madras, qui avait succédé à la présidence de Madras, un découpage administratif des Britanniques. Et donc, la revendication linguistique de ceux qui parlent le telugu était de faire un État basé sur les frontières de la langue. Et il y a eu des affrontements, il y a eu un jeune à mort en particulier qui a fait fléchir le gouvernement central, qui a fini par concéder un État pour les télugophones, qui est l'Andhra Pradesh. Et d'ailleurs, l'ironie du sort veut que lui-même, cet Andhra Pradesh, a été amputé du Telangana bien des années plus tard, à la suite d'une revendication qui était en partie linguistique et en partie liée à d'autres facteurs. Et donc cet exemple-là, évidemment, a fait tache d'huile et c'est ce que craignaient les dirigeants de l'Inde nouvellement indépendante. Et par exemple, en 1960, l'État de Bombay, anciennement la présidence de Bombay, a été découpé en deux entre le Gujarat et le Maharashtra. Et il avait été question d'ailleurs un temps que Bombay ait un statut différent, un petit peu comme Delhi, parce que les deux États voulaient en faire leur capitale. Et finalement, c'est le Maharashtra qui a gagné dans ce combat. Mais les luttes pour l'indépendance, enfin pas l'indépendance, mais la création d'un État pour les Marathis et un autre État pour les Gujaratis a fait des dizaines et des centaines de morts. Donc on n'est pas en train de parler d'un débat purement intellectuel. Mhm. Et la même chose s'est passée après avec le Pendjab, qui a lui aussi été coupé en deux, et c'était encore plus vivace que le Pendjab avait déjà connu une partition lors de l'indépendance, l'autre partie du Pendjab étant au Pakistan. Et donc, c'était un crève-cœur pour beaucoup de dirigeants indiens qui voyaient le risque de séparatisme sur des bases linguistiques réapparaître. Alors même que le Parti du Congrès
dans les années 30, avait fait un découpage de ces sections régionales sur des bases linguistiques. Donc, c'est pas que ça lui était complètement étranger. Mais le traumatisme de la partition est passé par là et donc l'État a résisté. Et au bout du compte, aujourd'hui, de très nombreux États ont été recréés ou redécoupés sur des bases essentiellement linguistiques. Tout à fait. Et moi, je viens de l'État de Maharashtra. Je viens de la région de Vidarbha, qui faisait partie à l'époque de Madhya Pradesh. Et en 1960, c'est cette partie qui était détachée. Et Nagpur était la capitale de Madhya Pradesh de l'époque, qui est aujourd'hui dans le Vidarbha. Et en 1960, donc cette partie de Madhya Pradesh était rattachée au Maharashtra dont vous avez parlé. Et puis voilà, vous avez raison aussi à dire que c'était en 1953 que l'Andhra Pradesh était créé. Et c'est en 2014 que l'Andhra Pradesh était coupé en deux en Telangana et Andhra Pradesh. Euh, Maintenant, je vous propose que je partage quelques cartes. Donc oui, je vous invite à faire des commentaires. Donc ce sont les familles des langues que vous dites. Voilà, donc il y a trois grandes familles linguistiques, en gros, ce qui ne veut pas dire qu'il y a seulement trois groupes linguistiques, mais il y a trois grandes familles linguistiques. Le plus important, c'est celui rattaché au hindi, ce qu'on appelle en anglais la Hindi Belt, comme aux États-Unis, il y a la Bible Belt, la Rust Belt. C'est essentiellement l'Inde du Nord et du Centre. Les États du Sud, qui se définissent comme dravidiens, essentiellement donc aujourd'hui le Tamil Nadu, l'Andhra Pradesh et le Kerala, euh, et le Karnataka. Et puis, je dis trois, il y en a en fait quatre. Vers le nord, ce qui est aujourd'hui, enfin ce qui est sur cette carte couleur orangée, on va trouver essentiellement les langues dites tibéto-birmanes. Donc évidemment, de l'autre côté de la frontière, c'est blanc, mais en réalité, il y a des groupes linguistiques cousins ou frères ou sœurs très voisins. Et puis enfin, les langues austro-asiatiques qui descendent du chinois et qui, en s'installant avec les migrations en Inde, ont été métissés avec les populations locales qui parlaient une autre langue. Et très souvent, ce métissage s'est fait au profit de la langue qui résidait, parce que ce sont les mères qui élèvent leurs enfants. Et donc, les migrations sont souvent le fait d'hommes, et seulement d'hommes. Donc, ils prennent épouse sur place. Et il y a deux langues qui coexistent, la langue des hommes pour les affaires de l'État, de la guerre, du commerce, etc. Et la langue des femmes qu'apprennent les enfants et qui progressivement devient la langue parlée par tout le monde. Et c'est ce qu'on a pu voir dans différentes régions indiennes où la langue aujourd'hui, alors, les nationalistes linguistiques vous parleront de langue pure, ça n'existe pas. Ça existe d'autant moins que précisément presque toutes ces langues indiennes sont des métissages qui se sont affirmés au fil des siècles. Ce qui m'a intrigué sur cette carte, c'est aussi ce petit coin des langues dravidiennes au sein de Pakistan. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi cette aberration presque? Alors, c'est pas une aberration. Euh, c'est en fait une découverte relativement récente des chercheurs en linguistique. Il y a souvent eu une thèse selon laquelle les Aryens, en arrivant du nord, auraient chassé les Dravidiens vers le sud. Mais il y a une thèse qui aujourd'hui euh, est plus moderne et s'appuie sur de nombreux éléments, que ce soit de la génétique, de la linguistique ou de l'ethnographie ou de l'archéologie. Il faut penser à l'Inde, le sous-continent indien, comme un fond de pizza. Voilà. Et ce fond de pizza, il est essentiellement dravidien. Et à l'arrivée des Aryens, qui ont encore une fois été des hommes, eh bien, ils se sont installés essentiellement dans la plaine indo-gangetique, avec leur langue, avec leur religion, qui était l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui l'hindouisme. Et là aussi, ils ont pris des épouses locales, probablement en tuant les hommes qui étaient déjà présents, mais en tout cas, voilà. Et donc, les enfants euh, étaient élevés par leur mère et les garçons, en tout cas, allaient travailler avec leur père. Et donc, on a
ce mélange de deux langues, ce qui fait que la grammaire de ce qui est devenu le hindi et les autres langues euh, issues du sanskrit est une grammaire fondamentalement dravidienne. Mais Mhm. le vocabulaire, lui, il est issu du sanskrit. Et donc, vous avez cette pizza qui était confectionnée avec la grammaire qui est le fond de la pizza et le vocabulaire qui est ce qu'on met par-dessus. Et donc, cet ensemble que vous voyez au Pakistan, avec des villages où on parle des langues dravidiennes, c'est une survivance de ce passé dravidien qui, en réalité, voilà, il y a même des théoriciens qui vont jusqu'à dire que la civilisation de la vallée de l'Indus, dont on n'a toujours pas réussi à déchiffrer la langue, était une civilisation dravidienne. C'est une théorie qui en vaut une autre. Pour l'instant, elle n'est pas prouvée. Le contraire n'est pas prouvé non plus. Mais ça expliquerait cette survivance de poches dravidiennes dans le Nord. Ça s'expliquerait par le fait qu'à l'origine, l'essentiel du territoire de ce qu'est l'Inde aujourd'hui était fait de populations qui parlaient des langues qu'on appellerait aujourd'hui dravidiennes. Très bien. Il me semble que dans le livre, vous avez aussi parlé d'une histoire de nord de l'Est. Euh, je ne me souviens pas l'époque exactement, mais vous avez parlé qu'il y avait à peu près 9000 hommes qui sont venus, qui se sont installés dans cette région, ils se sont mariés avec les femmes. Mais progressivement, puisque les enfants étaient plutôt avec leur mère, ce sont les langues des mères qui se sont restées. Oui, c'est ça, c'est l'Assam en particulier. Et l'assamais est devenu une langue qui était une langue métissée, mais la langue de ces migrants, ces quelques 9000 guerriers, enfin guerriers, je ne sais pas, mais en tout cas hommes armés, Adom a progressivement disparu. C'est resté une langue finalement de rituel religieux, mais elle n'était plus parlée par personne parce que, encore une fois, les enfants étaient socialisés par les mères. Et donc, l'assamais est encore une fois une langue métisse formée par la langue indo-européenne, parce que l'assamais est fondamentalement une langue indo-européenne, c'est pas une langue austro-asiatique, parlée par les populations locales et enrichie par les apports de ces nouveaux arrivants. Très bien. Ensuite, j'ai une autre carte. Est-ce que vous avez des commentaires? Alors, c'est ce qu'on appelle la Hindi Belt. Euh, alors, ça, c'est une conception un petit peu restrictive en ce sens qu'il ne s'agit vraiment que des langues, soit le hindi dans ses différentes déclinaisons, soit des langues dérivées ou très voisines du hindi, comme le rajasthani ou le bihari. Mais on pourrait soutenir que, par exemple, le gujarati est aussi assez proche du hindi, que le punjabi a également des racines qui empruntent aux mêmes racines que le hindi. Tout ça pour dire que les hindiphones sont estimés à environ 44% de la population indienne. C'est beaucoup, mais c'est une minorité. Une minorité très importante, mais c'est une minorité. Et on voit l'homogénéité géographique. Et ça explique pourquoi les gens qui vivent, qui sont nés, qui ont grandi dans la Hindi Belt, estiment que tout naturellement, c'est la langue nationale, parce que c'est la langue qu'eux-mêmes parlent, c'est la langue que beaucoup d'Indiens parlent, et c'est la langue que parlent leurs voisins. Et donc, quand ils vont dans le sud, comme ça vous est arrivé à Bangalore, ils voient des gens qui soit refusent de parler le hindi, soit vraiment ne le parlent pas. Et la seule façon de communiquer entre concitoyens du même pays, c'est-à-dire l'Inde, c'est d'utiliser l'anglais. Et beaucoup de hindiphones se sentent dépaysés, et pour certains même à l'étranger quand ils vont dans le sud, parce qu'ils croyaient que la maîtrise de la langue nationale, entre guillemets, le hindi, suffirait à leur ouvrir les portes. Et ils découvrent que ce n'est pas le cas. Non, je donnerai une anecdote personnelle à ce sujet. C'est en 2006 que je suis venu en France pour faire mes études à Lille, pour faire un master. Et mes études étaient en français. Et quand je suis arrivé à l'université pour avoir une chambre dans la résidence universitaire, je me suis retrouvé dans un couloir où il y avait déjà un Indien. Et il était tamoul. Et c'est la première question qu'il m'a demandé si je parlais le tamoul ou pas. Et je me souviens encore la réaction qui était sur son visage. Il était tellement déçu parce que j'ai à peu près le visage de quelqu'un du sud de l'Inde. Il pensait, il était vraiment sûr
c'était, je suis tamulophone. Et ensuite, bah, on est devenus des amis et tout ça, mais je me souviens de cette réaction. Et lui, il avait dit aussi à l'administration que s'il y a un Indien qui vient, bah, mettez-lui dans le couloir où je suis. Donc, c'est comme ça que j'ai appris pourquoi j'étais là. Mais il a beaucoup d'exemples comme ça, anecdotes. Je continue avec les cartes. Bon, là, c'est une page où vous expliquez les langues officielles et des autres langues par rapport aux États. Euh, Oui, donc chaque État a sa langue officielle, quelquefois plusieurs. Et puis, il arrive qu'il y ait beaucoup de minorités linguistiques assez importantes. Et donc, l'État va ajouter ce qu'on appelle des langues officielles associées qui peuvent être utilisées. Officielle, ça veut dire qu'on peut l'utiliser avec l'administration. C'est pas la langue que les gens parlent entre eux, mais c'est une langue avec laquelle on peut communiquer avec l'administration. Et donc, le fait qu'il y ait des langues associées, ça permet à des minorités qui ne parlent pas la langue dominante de l'État, mais qui parlent une langue reconnue, de pouvoir échanger. Parce que le nationalisme linguistique des États s'est beaucoup accentué ces dernières années. Et quelquefois, ben, on se retrouve avec des formulaires administratifs qui sont uniquement dans la langue de l'État. On parlait du Maharashtra. Au Maharashtra, euh, on ne trouve pratiquement plus de formulaires en hindi. Tout est en marathi. Alors, ceux qui ne parlent pas le marathi peuvent éventuellement, mais pas toujours, se reporter sur la version anglaise du formulaire. Mais on pourrait penser que dans un, un État aussi grand et où la langue est finalement une cousine du hindi, il y a quand même beaucoup de points communs. Les gens qui parlent le hindi seraient à l'aise et n'auraient pas de problème. Ben non, souvent ils doivent soit apprendre le marathi, soit se débrouiller en anglais avec des gens qui parlent l'anglais. Tout à fait. Euh, ensuite, oui. Donc là, on voit les grands ensembles. On voit évidemment que le hindi, dans ses différentes déclinaisons, occupe une majeure partie, en tout cas une partie très importante de l'Inde. On l'a déjà dit. Le Gujarati, bah, c'est quelque chose d'à part. Hein. C'est quand même 62 millions de personnes qui ont également une forte identité euh, nationalo-linguistique. Le Marathi, nous en avons parlé. Le Telugu, bah, c'est celui qui a inauguré la vague des découpages des États selon les frontières linguistiques. Il a pendant le Canada, au Karnataka, le Tamil Nadu est probablement aujourd'hui l'État où le nationalisme linguistique s'exprime de la manière la plus vocale en réaction à la volonté du centre d'étendre, voire d'imposer le hindi partout où il le peut. Et puis après, vous avez différents États. C'est intéressant, par exemple, prenez le bengali. Le bengali est également une langue indo-européenne, cousine du hindi. Mais le nationalisme des Bengalis est tel qu'ils se différencient autant qu'ils le peuvent des gens qui viennent de la ceinture du hindi, etc., etc. Oui. Et ce qui m'avait aussi intrigué ici, c'est le nom des locuteurs de Telugu. Donc, après hindi, apparemment, c'est la langue qui est la plus parlée, langue vernaculaire. 96 millions de gens, si je ne me trompe pas. Et moi qui croyais que c'était le tamoul, mais non. Donc, Ben non, moi aussi, j'ai fait la même découverte. Et ça peut aussi expliquer pourquoi c'est l'Andhra Pradesh qui a été le premier à obtenir son découpage. Le simple nombre des locuteurs du Telugu. Et encore là, on parle du Telugu en Andhra Pradesh, mais le Telugu est très largement parlé à Bangalore aussi. Il y a des minorités teluguphones très importantes. Alors, sachant quand même qu'il y a beaucoup de passerelles entre le Telugu et le Canada. Quelqu'un qui parle le Canada peut jusqu'à un certain point comprendre un télougophone et vice-versa. Mais là aussi, on parle d'ensembles territoriaux qui sont assez vastes et où il y a des accents, des dialectes très différents. Et quelqu'un du nord du Canada peut avoir des difficultés à comprendre, pardon, du Karnataka peut avoir des difficultés à comprendre quelqu'un qui parle le Canada parlé avec l'accent de la région sud. Mhm. Une dernière carte des chiffres de hindi. Alors là, voilà. Alors là, on voit d'une part la Hindi Belt dont on a parlé plus tôt, et aussi la raison pour laquelle le hindi n'arrive pas si facilement à s'exporter dans le reste du pays, parce que les gens qui parlent naturellement le hindi en tant que langue maternelle
ne dépasse pas quelques pourcents. Alors bon, il y a une exception peut-être au Maharashtra où ils sont de l'ordre de 12 à 13%, mais partout ailleurs, on est en dessous de 10% et quelquefois beaucoup, beaucoup plus faible. Regardez le Tamil Nadu, 0,55, le Kerala, 0,16. Donc, toute tentative d'imposer le hindi se heurte fatalement à un échec. Alors, on parle là, cette carte montre ceux dont c'est la langue maternelle. Il y a beaucoup de gens, évidemment, qui ont appris le hindi à l'école ou qui le parlent sur leur lieu de travail. Et les chiffres, si on mettait le hindi en tant que seconde ou troisième langue, montraient évidemment beaucoup plus haut. Mais la résistance du Sud, elle sera toujours là. Merci. Ça fait 45 minutes qu'on en discute et j'ai encore beaucoup, beaucoup de questions. Je vous rappelle que je suis avec l'écrivain Olivier Delage. On parle de son livre Les Indiens et leur langue et la discussion continue. Oui, et ensuite, j'avais la question. euh, qu'est-ce que vous pensez, dans le livre, vous avez beaucoup parlé de cette capacité que les Indiens ont de parler plusieurs langues. Beaucoup sont, vous avez utilisé d'ailleurs deux mots, plurilinguiste et polyglotte. Vous avez dit que les Indiens étaient plus plurilinguistes que polyglottes. Mais en général, comment vous mesurez, ou admirez ou pas cette capacité qui réside chez les Indiens d'apprendre des langues différentes et aussi comment vous constatez leur capacité quand il s'agit d'apprendre une langue qui n'est pas forcément une langue indienne. Et je ne parle pas l'anglais, mais à part l'anglais, est-ce que vous pensez que les Indiens sont autant doués ou ont la facilité d'apprendre d'autres langues? Bon, les langues, c'est comme la musique. Quand on joue d'un instrument, c'est plus facile d'apprendre à jouer un autre instrument. Et si on joue de deux instruments, le troisième, on a déjà toute une série de techniques, de savoir-faire. Il suffit plus que d'apprendre ce qui fait la différence. Et pour les langues, c'est pareil. Quand on maîtrise plusieurs langues, on a déjà l'esprit structuré qui permet plus facilement d'absorber une nouvelle langue. Ayant dit cela, euh, les Indiens, on met de côté l'anglais comme vous l'avez dit, euh, pourquoi ils sont plurilinguistes par nécessité. C'est pas parce qu'ils sont nés avec un gène supplémentaire qui permet d'apprendre les langues. Et si on sort de la nécessité absolue, ben, ça dépend de la langue. Et par exemple, de ce que j'ai pu comprendre, les indiphones, en tout cas ceux qui parlent les langues indo-européennes, ont plus de facilité à apprendre l'allemand, à la fois pour des raisons de prononciation et pour des raisons de grammaire, que d'apprendre le français, par exemple, qui est tellement différent sur le plan de la grammaire et de la prononciation, et en plus où il y a tellement d'exceptions. Vous qui avez appris le français, vous me direz pas le contraire, j'imagine. Alors que l'allemand a une structuration grammaticale qui peut s'apparenter aux langues indiennes, du nord comme du sud, avec le verbe qui est souvent à la fin, et puis une grammaire, enfin une prononciation qui est généralement fidèle à l'orthographe. Il n'y a pas plusieurs façons de prononcer la même chose, et il n'y a pas tant d'exceptions que cela. Donc, je ne crois pas que les Indiens, quand ils abordent les langues qui ne sont pas indiennes et hors l'anglais, aient nécessairement beaucoup plus de facilité. Mais si la nécessité leur impose d'apprendre une autre langue, bah, ils font comme tous les émigrés qui s'installent quelque part, ils apprennent la langue parce qu'ils en ont besoin. Tout à fait. Euh, oui, donc vous m'avez parlé de mon expérience personnelle donc d'apprendre le français. Je dirais que pour moi, par rapport au l'anglais, c'était très différent. Mm. Euh, Surtout pour le fait que parce que j'ai appris l'anglais en Inde avec les Indiens pour qui c'était pas la langue maternelle. Et les cours que j'ai commencé à l'Alliance française de Bangalore à l'époque, j'ai trouvé que c'était très bien structuré. Il y avait vraiment une pensée derrière, une pédagogie qui était bien réfléchie, qui était bien mise en place et que c'était pas juste l'apprentissage de la langue, il avait aussi la partie culturelle, artistique, et c'est ça qui a fait que l'expérience était vraiment très riche et différente. Mais au-delà de ça, c'était vraiment sur place. Quand j'étais ici avec la France, je voyais que c'est une langue vivante. Et puis voilà, il y a des inconnus, il y a les films, la radio, c'est ça qui m'a aidé également.
Mais si je prends le même argument que vous avez donné, donc vous dites que c'est souvent la nécessité qui est derrière cette capacité que les Indiens ont. Donc, est-ce que c'est la même explication on peut donner quelque part au fait que les Français ou peut-être des autres latins, italiens, espagnols, ne pratiquent pas plusieurs langues? Bon, d'abord, je crois que ça a quand même beaucoup changé depuis une trentaine d'années. Il y a plus de Français qui parlent les langues étrangères. Non seulement moi, je le pense, mais beaucoup d'amis étrangers qui sont revenus régulièrement ont noté ce changement. Euh, Ce qui, à mon avis, a longtemps freiné les Français, c'est la même chose que ce qui empêche les Anglais ou les Américains de parler d'autres langues. Ils sont tellement habitués à ce que tout le monde parle leur langue que ils font pas d'efforts. Si vous regardez des films français des années 70, je me rappelle en avoir revu un il y a pas très longtemps. On voit Mhm. Lino Ventura qui est à Barcelone, je crois, et il interroge un passant dans une rue quelconque et il s'adresse à cette personne en français. La personne lui répond en français. Et moi, enfant, je suis allé en vacances en Italie et en Espagne, et les gens répondaient très facilement en français. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et j'ajouterais que pour ce qui est de la France est un pays anciennement colonial, et donc qui a l'habitude que beaucoup d'autres étrangers parlent sa langue. Donc tout ça n'encourage pas beaucoup l'apprentissage des langues. Et il y a cette blague qu'on dit aux États-Unis, comment on appelle quelqu'un qui parle beaucoup de langues, c'est un polyglotte, quelqu'un qui parle trois langues, il est trilingue, quelqu'un qui parle deux langues, il est bilingue, et quelqu'un qui parle une seule langue, c'est un Américain. Ok, très bien. Euh, En plus, voilà, maintenant j'ai une question sur le fait que dans le livre, vous avez fait référence à au caractère latin et alphabet romain. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux Non, terminologies? non, c'est deux façons de dire la même chose. Ok, très Ce bien. sont les lettres utilisées dans les langues romanes et par Ouais. extension les langues qui les ont empruntées, comme l'anglais par exemple, ou l'allemand. Ok, très bien. Euh, dans le livre de Nehru, Glimpses of World History, quand je l'avais lu il y a quelques années ou une dizaine d'années ou plus, Euh, j'avais lu la référence qui était faite au Atatürk Kemal Pacha et l'exemple qu'il a cité où Kemal Pacha a décidé de se débarrasser avec les écritures locales et il les a remplacées avec le caractère latin. Et donc, vous parlez aussi de ce phénomène dans ce cas dans votre livre. Et moi, en 2017, quand j'étais au Meghalaya, dans le nord-est, Hmm. la première fois, j'ai vu les journaux qui étaient écrits, il me semble, bodo ou une langue locale, mais c'était le caractère latin. Et je n'imaginais pas parce que je ne pensais pas que c'était possible en Inde encore. Donc, qu'est-ce que Alors c'est possible pour deux raisons. La première, c'est que comme on a dit tout à l'heure, il y a des langues qui, pendant des siècles, n'ont pas eu, et même des millénaires, n'ont pas eu de graphie. C'était des langues, c'était uniquement une tradition orale. Et donc, quand il a fallu trouver une graphie, bah, souvent on a emprunté aux langues voisines qui avaient des sonorités similaires. Mais dans le cas du Bodo et de quelques autres langues, notamment en Inde du Nord-Est, ce sont les missionnaires anglicans qui, voyant la situation, ont choisi de faire une translittération avec les caractères latins. Et comme il n'y en avait pas d'autres concurrentes, c'est devenu le script de la langue. tout à fait. Mais il y a d'autres langues de la région qui connaissent plusieurs graphies, qui peuvent utiliser la graphie bengali, qui peuvent utiliser le Devanagari classique, qui peuvent utiliser la graphie d'une langue dravidienne et qui utilisent aussi la graphie romane. Très bien. Et vous avez raison parce que dans le livre, vous aussi citez pour cette région, l'anglais est la seule langue officielle de plusieurs États et territoires indiens, le Arunachal Pradesh, le Meghalaya, le Nagaland, Chandigarh et Lakshadweep. Donc oui, on va aussi, comme vous avez parlé des missionnaires chrétiens qui étaient à l'origine de, de l'anglais là-bas. OK. Vous avez aussi parlé de le même phénomène qui existe aussi au Vietnam, où le caractère latin est apparemment utilisé.
Et ça, les caractères latins ont remplacé le chinois, les caractères chinois au Vietnam, Mhm. et les caractères latins avec des signes diacritiques pour retranscrire les sons spécifiques ont été utilisés en turc après la réforme de 1923 d'Atatürk pour se différencier des Arabes et de leur religion, puisque Atatürk voulait un pays laïque. Et donc l'arabe étant aussi la langue du Coran, c'était une façon, en latinisant les caractères de la langue, de prendre sa distance. Ok. Il est à peu près 1 heure, mais je vous propose qu'on parle encore d'un sujet et on est obligé, je pense, de refaire ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. Le livre est rempli d'informations très, très riches. Donc, avant de faire cette pause, je propose de parler un petit peu de l'anglais, sa place en Inde. Et un des clichés qui sort, qui revient assez souvent en Europe, dans l'Occident quelque part, c'est que l'Inde, c'est un pays anglophone. Et vous, vous dites qu'il n'y a pas vraiment euh, un sondage qui peut dire que c'est vraiment définitif, mais c'est autour de 10% de la population indienne, donc ça fait 140 millions de gens qui sont des anglophones. Donc, est-ce que vous avez un mot à dire sur Ouais. ce Il y a- il y chiffre? a- J'ajouterai juste une chose. Ce qui m'a intrigué, c'est que vous avez dit que ce chiffre est vraisemblablement en recul. oui, depuis que je l'ai écrit, j'ai peut-être un peu changé d'avis. Mais de toute façon, ça dépend de ce qu'on appelle anglophone. Les gens dont l'anglais est la langue maternelle en Inde existent, mais on parle de quelques pourcents, pas plus, 2%, 3%. Après, il y a des gens qui parlent très couramment l'anglais, parce que c'est la langue qu'ils utilisent, euh, par exemple avec leur conjoint, qui est d'une autre ethnie et d'une autre langue qu'eux. Donc l'anglais est la langue commune. Euh, avec parfois le personnel de maison, avec le commerçant, avec les collègues au travail. Et donc, si on met bout à bout les gens qui se débrouillent bien en anglais, on arrive effectivement à environ 10%. Après, vous avez des gens qui maîtrisent la langue dans un secteur bien ciblé. Euh, Par exemple, vous allez chez le garagiste et vous allez tenir toute votre conversation sur la réparation de votre voiture en anglais. Et le garagiste n'aura aucun problème. Maintenant, si vous voulez poursuivre la conversation sur des questions qui n'ont rien à voir avec la voiture, peut-être que le garagiste aura des difficultés parce qu'il connaît le vocabulaire et les phrases utiles à son métier, mais si on sort de ces sentiers bien balisés, il n'est pas à l'aise. Et ça se vérifie pour beaucoup d'autres personnes. L'anglais euh, est aussi une langue qui est obligatoire dans la quasi-totalité des études supérieures. Donc, les Indiens des basses couches sociales veulent que leurs enfants aient des chances de promotion. Et donc, ils vont se saigner aux quatre veines pour les inscrire dans des écoles où l'enseignement est fait en anglais, souvent des écoles privées. Il y a de l'anglais dans l'école publique, mais pas autant. Et donc, l'anglais est vu comme une langue de promotion sociale, et pas seulement sociale, mais également sur le plan de la caste. Ambedkar, qui est révéré par tous les Dalits, euh, avait fait la promotion de l'anglais, et il y a un village où il y a une statue à la gloire de la déesse anglaise, Angrezi Devi. Euh, c'est un mouvement Dalit, donc les anciens intouchables. Pourquoi? Parce que les langues indo-européennes véhiculent inconsciemment ou non, mais aussi inconsciemment, une forme de castéisme. Il y a des mots, des expressions qui montrent bien la place de chacun. L'anglais, de leur point de vue, de ces Dalits, n'a pas ce biais castéiste, et donc l'anglais est vu comme une langue d'émancipation. Et si on met bout à bout ce désir d'émancipation sociale qu'on trouve dans toutes les couches de la société dès lors qu'elles ne sont pas supérieures, en effet, on peut penser que le départ des Anglais a donné lieu à une véritable renaissance d'un anglais qui n'est plus celui des Anglais, mais qui est celui des Indiens. Certes, là, en Inde, l'anglais a un rôle d'un ascenseur social à la fois économique et, et- et je me souviens, quand j'étais petit, au Maharashtra, j'avais un poème, je vais citer juste 2 lignes, donc il disait Vaghiniche doudh pyalo, vagh bacche fakade. Donc, il disait que
il y a une comparaison entre l'anglais et la tigresse. Et nous sommes les tigres qui ont bu le lait de la tigresse. Et donc voilà, grâce à l'anglais, on a l'accès maintenant à toute cette connaissance et on peut utiliser cette langue même contre les Anglais dans la lutte de l'indépendance. Donc ça m'avait beaucoup marqué à l'époque. Euh, Après, vous avez aussi parlé de cet indianisme quand on parle de l'anglais. Donc, l'anglais, souvent, quand les Occidentaux ils viennent en Inde, ou même quand ils travaillent à distance, par exemple mes collègues ici, français qui travaillent avec les Indiens, ils disent que ce n'est pas toujours évident de comprendre l'anglais indien. Et au-delà de ça, dans le livre, vous avez aussi cité l'exemple de plusieurs mots comme prepone, passed out, qui veut dire perdre la connaissance. Donc, est-ce que vous avez des mots à dire sur cette particularité de l'anglais indien? Oui, enfin, une expérience que connaissent beaucoup d'Indiens quand ils vont par exemple en Angleterre, ils ont droit à des compliments sur la façon dont ils parlent bien notre langue nous les Anglais, et ils répondent ben, parce que c'est ma langue aussi. Et de la même façon qu'en Afrique ou au Québec, il y a des expressions en français très particulières qui ne sont pas utilisées en France, eh bien, l'Inde, les Indiens ont trouvé leur propre expression, c'est-à-dire que la langue qu'ils utilisent quand ils parlent l'anglais n'est plus la langue de la Grande-Bretagne, c'est aussi leur langue. Alors, en effet, il y a des expressions très, très indiennes. Prepone, je trouve ça très beau parce que c'est très logique, en fait. Postpone, ça veut dire reporter. Prepone, ça veut dire avancer. Mais ça n'existe pas dans l'anglais parlé en Angleterre. Ben, les Indiens l'ont inventé et avec une logique qui est absolument indépassable. Tout à fait. Il y a une autre expression qu'on utilise souvent en Inde et qui n'existe peut-être plus maintenant en Angleterre, c'est les gens disent que I hail from this place. Donc H-A-I-L, et c'est pour dire que je viens de ce coin ou cette ville. Et apparemment, c'est vraiment l'anglais archaïque et c'est vraiment très bizarre. Mais une autre différence que j'ai notée quand j'étais dans le sud de l'Inde, souvent dans le sud de l'Inde, et même y compris mes collègues, amis ingénieurs, parlent de cette manière, c'est que souvent pour dire quelque chose de passé, pour nous raconter passé imparfait, ils utilisent le futur. Je ne sais pas si vous avez constaté ça. Une anecdote, c'est que à Bangalore, j'étais récemment là-bas et je voulais acheter une passe de métro qui était valable pour toute la journée. Mais le pass, c'était pour 200 roupies. Et euh, il y avait une chose, c'est qu'à la fin de la journée, si vous rendez cette carte au guichet, bah, vous aurez un remboursement de 50 roupies. Donc, à la fin de mon séjour, bah, je me suis dit, OK, bah, je vais rendre cette carte pour avoir les 50 roupies. Donc, je suis allé au guichet et la dame me demandait, But sir, when will you get it? Et je n'ai pas compris. J'ai dit non, non, je ne souhaite pas le reprendre, je voudrais le rendre pour avoir les 50 roupies. Mais elle a continué à dire, mais when will you get it? When will you get it? Donc, j'ai compris après, elle voulait savoir quand est-ce que vous l'avez pris, parce que c'était valable juste pour une journée, si on faisait ça. Et, Alors, ça, j'ai jamais remarqué, par contre. d'accord, ok. Bon, peut-être il y a d'autres anecdotes comme ça. Une dernière question sur l'anglais et après on peut faire une pause. C'est le phénomène de English, le mélange, la domination d'anglais qui fait que non seulement que anglais c'est une langue dominante, mais quelque part le prix est payé par les langues vernaculaires, les langues locales. On peut débattre maintenant si c'est bien ou pas, mais pour moi, si je prends l'exemple de Marathi ou même d'autres langues, beaucoup de gens maintenant, des Indiens, ne sont pas capables de parler deux phrases sans avoir eu recours au mot anglais. Donc voilà, peut-être ça facilite. Mm. Alors, il y a sans doute une part de snobisme, aussi de facilité, puis ça a été popularisé par les films de ce qu'on appelle Bollywood, où les acteurs vont mettre des phrases en anglais au milieu d'une conversation en hindi, un hindi qui est lui-même assez mélangé. Et donc,
mais c'est pas entièrement propre. Enfin oui, le English a son appellation, mais en Afrique du Nord, vous avez beaucoup de gens qui parlent ce que les Français appellent de manière un petit peu péjorative un sabir, c'est-à-dire un mélange de mots arabes, de mots dialectales et de français. Et si vous allez au Liban, vous aurez des gens qui seront capables de, sans même y réfléchir, dans la même phrase, de mettre de l'arabe, du dialectal libanais, de l'anglais et du français. Et donc, c'est un phénomène, oui, de ce que les Anglais appellent le pidgin, une sorte, une créolisation de la langue. On peut ne pas trouver ça très beau, mais en même temps, ça devient la langue utilisée par des gens comme une langue de tous les jours. Donc, il faut bien en tenir compte aussi. Très bien. Mais comment vous comparez du coup English avec le franglais? Je pense que c'est à peu près la même chose, c'est le même principe, c'est-à-dire que bon, depuis les années 60, il y a des puristes qui se dressent contre l'usage du franglais. C'était le livre de René Etiamble, Parlez-vous franglais? Mais il y a tout un jargon dans les entreprises, et spécialement les DRH, qui utilisent du benchmarking, du reporting, et ils ne peuvent pas parler sans glisser des mots en anglais, sans même y réfléchir, plusieurs fois par phrase. Donc ça devient une langue à part. On peut trouver que c'est normal, on peut s'en indigner. Moi, je trouve que dès lors que ça enrichit une langue, c'est toujours positif. Quand ça se contente de dupliquer la langue avec des mots qui existent par ailleurs, c'est beaucoup plus discutable. Tout à fait d'accord. Sur ces mots, je vous propose qu'on fasse une pause. Euh, il me reste encore des questions, et pas mal de questions, et je suis reconnaissant de toutes les réponses que vous m'avez données, et à tout à l'heure. À Merci tout à à vous. l'heure.